Merci. Merci Fabrice. On va donc commencer. La première question qu'on a envie de vous poser, pour écouter votre présentation tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que devient Fabrice Olinga? Ça fait quand même. Il y a plusieurs de nos internautes qui nous ont posé cette question quand ils ont appris que vous seriez notre invité ce matin. En toute honnêteté, aujourd'hui, je me consacre dans ma reconstruction, autant sur le plan sportif que personnel. J'ai eu des années un peu intenses dans le milieu du football, où je suis passé par beaucoup de litiges. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter mon expérience pour inspirer des jeunes, parce que je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire à un moment donné dans ma vie, et j'ai de l'expérience dans mon métier, pourquoi pas aider mes jeunes en parallèle. Quand vous dites aider les jeunes en parallèle, est-ce que cela suppose que vous êtes en train de nous annoncer qu'on mettez fin à votre carrière et que vous voulez désormais vous reconvertir dans la formation? Non, je pense qu'on a, dans notre domaine, on oublie la reconversion. Et surtout quand on est en activité. Et aujourd'hui, avec la traversée que j'ai eue là, les 2 dernières années, je me suis rendu compte que j'avais perdu du temps. C'est vraiment quand on arrête qu'on se rend compte qu'il faut faire des choses. Mais aujourd'hui, j'ai la chance que je me suis rendu compte un peu plus vite. Et voilà, je veux continuer à jouer au foot, mais je ne veux pas oublier qu'après le foot, il y a une vie. Donc, je peux, dans ce que je sais faire, aider les jeunes. Bah, pourquoi pas, c'est tout à mon honneur, quoi. Et vous êtes pour le moment sans club, il faut donc le rappeler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine à l'ennemi pour Fabrice Ondoa, parlant de votre prochaine destination peut-être? Fabrice Olinga, ouais. Parce que on a du mal parfois à nous situer, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui là. C'est la foule en tout cas. Ah, c'est pas grave, c'est pareil. Ça fait 2 ans, je sors d'un litige avec mon club roumain. Où aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux jouer. Vous savez, on ne vit que du foot. Quand on ne vit que du foot, on ne veut que jouer. Ça fait 2 ans que je n'ai pas pu jouer à cause de ce litige. Où j'ai eu une décision en ma faveur qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc je peux jouer. Pour moi, c'est le plus important. Tout ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Je veux juste me remettre, me battre parce que je sais que j'ai des qualités, j'ai encore des choses à montrer, à me prouver à moi-même. Parce que le plus important, c'est nous. Et dans le travail, je pense que je pourrais avoir une nouvelle opportunité de manière honnête, parce que ce qui s'est passé dans ce litige précédent, je ne voudrais plus que ça impacte sur ma vie. Il y a Georges, d'abord quelques questions pour nous, pour vous et peut-être Yvan, avant que je ne vous retrouve après Georges. Oui Fabrice, tu as donc décidé de te battre pour tes intérêts. La question, elle est simple, c'est-à-dire aujourd'hui, d'un point de vue moderne, les joueurs qui se battent pour leurs intérêts, on a le sentiment que c'est des joueurs entre guillemets à problème. Est-ce que le fait que tu aies pour le moment du mal à retrouver de club, pour toi, ça serait lié justement à cet antécédent-là? Et est-ce que pour des jeunes footballeurs qui nous écoutent, qui sont dans des structures, des académies, tu dirais, quand vous êtes dans un club et vous avez le sentiment que malheureusement on respecte pas vos droits, il faut se battre, même si ça peut être difficile de porter cela comme héritage dans un CV? Bonjour Yvan, je pense que... Bon, c'est Georges d'abord, Yvan viendra après, c'est Georges d'abord, Georges Bimet. Ok, je voulais dire ceci, si moi j'étais éducateur aujourd'hui, je pense qu'on devrait commencer par parler à nos frères, à nos jeunes frères, à préparer cette génération à l'échec, parce que tout n'est pas voué à la réussite. Et parfois on nous fait croire qu'on ne peut que jouer au football. Maintenant, on peut réussir dans d'autres domaines. Moi aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris que chacun doit définir sa réussite. On a tous rêvé de devenir Samuel Eto'o dans nos vies. On a tous rêvé cela, mais si on n'arrive pas à ces fins-là, on peut faire autre chose. Défendre ses droits, c'est pas que dans le football, c'est dans la vie aussi. Et je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur cela, préparer les jeunes à ce qu'ils sachent que okay, tu as ta carrière, ça peut bien se passer, mais si ça se passe mal, c'est pas pour autant que tu as raté ta vie ou tu as raté ta carrière. Donc si moi je serais éducateur aujourd'hui, on va faire nos séances, on va s'entraîner, mais tout le monde n'est pas appelé à avoir la carrière qu'on espère. Maintenant Yvan, on donne la parole à Yvan. Alors, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, Fabrice, tu penses que c'est allé un peu trop vite pour toi? Est-ce que avec le recul justement, tu te dis les choses sont allées un peu trop vite et que voilà, être précoce est peut-être aussi souvent, surtout qu'on n'y est peut-être pas préparé, est-ce que c'est souvent un handicap? C'est la question que j'aimerais te poser de but à blanc comme ça. Est-ce que tu as l'impression que les choses sont allées trop vite pour toi? Non, je pense que les choses ne sont pas allées trop vite pour moi parce que j'ai forcé ma chance. Okay. J'ai forcé. Et on doit être aux endroits au bon moment, à un moment donné dans la vie. Je me rappelle quand j'arrive en sélection, ma première sélection, je ne vais pas en sélection pour jouer, je ne vais pas en sélection pour participer. Mais aujourd'hui, je fais partie des rares joueurs des années 96 à dire qu'ils ont joué avec Samuel Eto'o. Moi, je l'ai fait. Ça ne veut pas dire que je suis vieux. Ça veut juste dire que j'étais là au bon moment. J'ai donné ce que je pouvais donner à Malaga. Et c'est parti de là, c'est parti du fait d'arriver en sélection. Maintenant, est-ce que l'entourage, ton entourage, l'environnement que tu as te permet d'assimiler les choses que tu vis à ce moment-là était aussi juste vis-à-vis de moi? Je pense que non, parce qu'il y a des choses qui sont passées autour de moi que j'avais pas le contrôle. Et on ne peut pas avoir le contrôle sur les choses extérieures alors que la préoccupation c'est que le terrain. Je me préoccupais du terrain, mais dans le foot, l'extérieur aussi important. Ouais.
Alors, Fabrice, parlons à présent de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Il faut quand même dire, vous avez laissé de très bons souvenirs à ces Camerounais-là, beaucoup voyant en vous un futur Samuel Eto'o-Fils. Même, il faut dire que votre départ de cette équipe a été fait un peu de façon prématurée. Moi, personnellement, je suis resté sur ma faim. Comment vous expliquez la trajectoire qu'a pris votre carrière avec l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, Fabrice Olinga? Déjà, je voudrais souligner une chose, je suis très fier de ce que j'ai accompli pour le moment en sélection, parce que je sortais d'une académie où on avait un rêve. Moi, j'ai accompli mon rêve. Après, les autres, ils avaient d'autres rêves. Moi, j'ai accompli mon rêve. J'étais parfois dans les rues de Douala, je regardais les bus passer, je regardais les gens courir, acclamer les Lions. C'était ça mon rêve, c'était de porter le maillot des Lions indomptables. Je l'ai fait. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'attentes sur moi. La vérité, c'est que c'est pas une malchance parce que les choses sont comme elles sont. Je sors d'une fondation, je sors d'un milieu et j'ai une vision. Et la vision, il y a un monsieur qui était là. Ça veut dire qu'il est vu comme mon père, j'arrive en sélection. J'ai pris beaucoup de coups que j'assume parce qu'au final, ça fait partie du milieu du football. Il n'y a pas que le terrain qui compte, il y a les choses extérieures qui comptent. J'ai pris des coups qui m'ont empêché de montrer vraiment mes qualités. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des opportunités. Ce n'est pas que la faute des autres. Je suis coupable d'un moment donné de certaines situations. Mais la responsabilité, elle est partagée. Moi, à un moment donné, j'ai dû laisser ma fille à l'hôpital parce que je devrais aller en sélection alors que ma fille est née le même soir. Ça a montré à quel point je voulais représenter mon pays. Et à ce moment-là, je ne peux plus me faire de reproches parce que quand je devais être là pour la sélection, j'ai été là. Mais quand moi j'ai eu besoin de la sélection n'a jamais été là pour moi. Donc au final, moi je donne ce que j'avais à donner, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et aujourd'hui, c'est sans aucun regret. Je suis tellement fier et honoré d'avoir eu ce parcours-là jusqu'à présent parce que jusqu'aujourd'hui, je suis le plus jeune joueur de l'histoire du Cameroun à avoir marqué. Donc, pour moi, ça reste une fierté, c'est quelque chose qui est là. Fabrice, Georges, je voudrais quand même, parce que c'est pas, et je pense pour certains Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, ils se disent, c'est très intéressant de t'avoir parce que tu ne t'exprimes pas beaucoup. Alors du coup, quand tu dis, parce que on peut imaginer, tu es peut-être aussi arrivé en sélection avec l'étiquette du fils d'eux, au moment d'ailleurs où lui il était là, tu dis que tu as pris des coups, sans aller trop dans les détails, mais est-ce que tu as quelques expériences comme ça, que tu voudrais partager avec les nombreux Camerounais qui nous écoutent, de certaines situations où tu penses, parce que tu as dit qu'il y en avait où tu te sens responsable, mais il y a effectivement des choses qui sont arrivées autour de toi, peut-être parce que tu avais cette étiquette du fils de Samuel Eto'o quand tu es arrivé en sélection. Est-ce que tu as quelques expériences que tu peux partager quand même avec nous sans entrer dans trop de détails? D'entrer dans les détails, c'est pas nécessaire parce que la vérité, on la cache pas. Je pense que moi, quand j'arrive en sélection, comme je vous ai dit avant, j'arrive en sélection, l'enthousiasme que j'avais, je me retrouve dans un milieu où je ne vois que des gens que je ne voyais qu'à la télé. Je me retrouve un peu dans ce milieu-là avec toute la force et toute la passion, tout mon talent. Les choses se passent bien. À un moment donné, tous les problèmes qu'il a eu ont eu une répercussion par la suite sur moi. À chaque fois qu'il avait un problème, moi j'étais pris pour cible. Et après 2014, je suis pris pour cible jusqu'en 2017 ou 2018 où Hugo Bros me ramène en sélection. Mais moi, j'ai jamais eu de cadeau en sélection. Il n'y a pas une fois où j'ai pas été en club en train de jouer et on m'a appelé en sélection. Jamais, ça n'existe pas. À chaque fois que j'ai été appelé en sélection, c'est soit je joue, c'est vraiment que j'étais en train de jouer. Mais on m'a jamais fait aucune faveur. Jamais. Donc au bout d'un moment, j'ai pris des coups parce que je devais les prendre, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la vie. Et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ces coups. Ça m'a permis aujourd'hui de voir les choses d'une autre manière. Le football ne se joue pas que sur le terrain. Oui, Fabrice, justement, parce que, juste pour savoir, tu sais, nous, avec le recul, tout comme toi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tu parles beaucoup avec le recul, on a entendu beaucoup de choses, on a eu des confidences de certains, il a pris des coups. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que tu parles du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, et quand il prenait des coups, tu les prenais. Est-ce que tu les prenais? Parce que nous, on sait qu'il a pris des coups des dirigeants, des gens qui étaient dans l'administration, mais à l'interne, au sein de l'équipe, quand tu arrives, est-ce que tu es bien accueilli? Est-ce que en interne, dans le groupe, dans la tanière, tu avais aussi parfois le sentiment que certains cadres, certains jeunes joueurs avaient un regard différent sur toi de manière naturelle, du fait d'être étiqueté le fils d'eux? Bien sûr, il y a eu des scènes où c'est aussi une chance pour moi d'avoir vécu cela parce que c'est dommage parce que tout le monde se cache derrière ce qu'il veut se cacher, mais il y a une réalité. Il a toujours été là pour défendre les intérêts des joueurs, par exemple. Et il n'y a jamais rien eu où... J'ai jamais vu quelqu'un qui est sorti, parce que de ce que moi j'ai vécu, je parle de mon expérience. Après, chacun a eu... Moi, je parle vraiment de mon expérience, quand j'étais là. Okay. Des situations où... tout le monde devait donner son mot, tout le monde avait quelque chose à dire. Après moi j'étais le plus jeune, donc je devais être plus en observation qu'autre chose. Donc moi quand je suis en observation, je suis là, j'essaie d'apprendre et tout. Mais il y avait des cas, à un moment donné, vous dites des choses là, en interne, mais après dehors, vous pointez du doigt une seule personne. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon, la décision se prend dans le groupe. Et pourquoi quand une information, parce que c'est dommage, mais dans les équipes c'est comme ça que ça fonctionne, il y a toujours quelqu'un qui divulgue quelque chose. Et ça c'est pas bon. Et quand ça arrive comme ça, bah, au final, les gens, ils ne regardent que ce qu'on veut leur dire. Alors que la vérité, elle est nôtre. Et moi, j'ai vécu ça au Brésil.
J'ai vécu ça au Brésil, j'ai vécu ça déjà même avant notre départ pour le Brésil. Moi je regardais, j'observais, mais à ce moment-là tu te dis, ok, prenez des responsabilités, n'attendez pas, parce qu'au final, il n'y a qu'un seul nom qui va ressortir. Et moi, il y a des joueurs qui me regardaient de haut, parce qu'on disait, ils ne pouvaient même pas parler devant moi, parce que c'était comme si moi, en parlant devant moi, tu allais dire à ton père, en fait, c'était comme ça. Et au final, c'est un peu l'étiquette là que j'ai eu en sélection, qui m'a porté préjudice, ça de manière claire, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter. Alors Fabrice, en revenant pas en Coupe du Monde 2014, une Coupe du Monde à laquelle tu participes avec le Cameroun, je rappelle que à cette époque, voilà, tu étais tout jeune, tu étais le plus jeune, et tu arrives dans une sélection où Samuel Eto'o est un peu le plus âgé, je pense le plus ancien avec si je me rappelle à l'époque, Pierre-Achille Webo. Donc il y a comme une transition, comme un passage de témoin qui doit se faire entre Samuel Eto'o et cette génération naissante là, qui est composée de Alexandre Song, à l'époque Danny Nunke, Bedimo, je pense, Tchédjou également. Et nous ici au Cameroun, durant cette Coupe du Monde, Choupo-Moting également qui arrive avec Abakar Vincent. Alors nous ici au Cameroun, ce qu'on a eu de cette Coupe du Monde, c'était quand même très très grave. C'est une Coupe du Monde où il y a eu un scandale entre Alex et Assoue Kotor. C'est une Coupe du Monde où il y a eu des tensions également dans le vestiaire. Toi qui as vécu ça de l'intérieur, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives avec beaucoup d'expérience de ta carrière, est-ce que tu arrives, Fabrice, à te rendre compte de ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde là, ou alors de ce qui s'est très mal passé à cette Coupe du Monde? Quel bilan tu en fais? Moi je pense que du moment où vous partez dans une compétition où chacun vient avec un peu différent, c'est compliqué. Et je pense que ce que j'ai vécu au Brésil, je pense qu'on a marqué deux ou trois buts, peut-être 2 buts. Et je pense que c'était ce qu'on pouvait faire. Parce que dans l'ensemble, c'était pas possible. Honnêtement, c'était pas possible. C'était pas possible à vivre. Moi, je l'ai vécu. Hein. C'est vraiment mon expérience, mais c'était pas bien. C'était pas une famille, c'était pas ça? Pardon? C'était pas une équipe. Est-ce que l'équipe était divisée? Est-ce qu'il y avait une division? Est-ce que vous étiez unis? Est-ce que voilà. Il y avait une division. Et pour moi, il y a des choses qui doivent rester en famille et quand ça commence à sortir, c'est plus bon. Mais c'était pas normal. Il y a des informations qui sortent en famille qui ne doivent pas sortir. Mais il n'y a que la famille qui fait sortir ces informations. À un moment donné, c'est dérangeant parce que chacun va essayer de se défendre. Mais il faut savoir se défendre. Moi, je l'ai vécu, c'était horrible pour un jeune comme moi parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de jouer. Au moins d'avoir 5 minutes. Donc moi, j'étais là, j'avais les yeux qui brillaient et je voyais tout ce qui se passait. Je disais, waouh. Vous pouvez imaginer à cette époque-là où toute la ferveur, tous les Camerounais qui étaient derrière nous et tout, bah moi au final c'était une mauvaise expérience quoi. Vous avez beaucoup parlé de Samuel Eto'o tout à l'heure. Moi, de ce que j'ai apprécié, je me trompe, vous pouvez me démentir. C'est qu'à un moment donné, vous avez souhaité revenir en équipe nationale des Lions du Cameroun. Il se pourrait que vous êtes même allé, vous seriez, je préfère parler au conditionnel, aller plaider auprès de lui qu'on considère comme votre père pour demander à revenir en équipe nationale. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Si oui, quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football? Déjà, je vais vous... Avant de répondre à votre question, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est important pour moi. Quand je fais mes débuts à Malaga, tout se passe super bien et je commence un peu à avoir les gens de l'Espagne qui commencent à me dire oui, ce serait bien qu'on t'appelle chez les jeunes en Espagne et tout. Et moi à ce moment-là, ça passait pas dans ma tête. Moi c'est le Cameroun, c'est mon pays, c'est mon pays. Et je me rappelle que quand j'arrive en sélection et tout, moi je lui ai fait comprendre que franchement c'est vraiment ce que je voulais parce que je voulais vraiment venir en sélection juste pour voir. Moi j'avais 16, je voulais juste voir, découvrir c'était quoi la sélection. Et quand je suis arrivé, j'ai joué, je savais même pas que j'allais jouer. Donc je suis passé à arriver en sélection sans savoir que je pouvais arriver en sélection. Je suis arrivé en sélection et j'ai joué, j'ai marqué. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais maintenant répondre à votre question pour vous faire comprendre que oui, la vérité c'est que je l'ai fait. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je n'ai aucune décision à prendre parce que je laisse toute la responsabilité au sélectionneur. Et moi, il m'a toujours positionné comme ça. Depuis que le président est là, j'ai jamais tenté la sélection. Et là, on était en quelle année? On était en quelle année? J'ai jamais été même dans une liste élargie. Jamais. Donc, ça prouve qu'à un moment donné, il a des valeurs qui prônent. Ça veut dire que tu es bon, tu joues, ok, le sélectionneur va choisir. Il a une liste élargie, je sais pas, de 200, 300 joueurs. Tu fais partie de la liste là. Et s'il se rend compte que tu mérites de par tes performances à être appelé en sélection, tu vas être appelé. Et ça, il n'a jamais changé. Aujourd'hui, il y a des joueurs en sélection qui sont là, qui n'ont pas de club, mais qui sont en sélection, qui jouent dans des secondes zones. Moi, je ne peux pas jouer dans un pays et on va m'appeler. Parce qu'on va dire que oui, on l'a appelé parce que c'est le fils de... Mais au final, c'est pas ça. On doit penser terrain. Et aujourd'hui, c'est quoi les critères exacts de convocation en sélection? C'est quoi les critères? C'est la compétitivité, d'abord. Ok, mais aujourd'hui, quand on n'est pas en compétition, est-ce qu'on mérite d'être appelé? Non. Oui, mais Fabrice, juste... C'est aussi ça. Il y a des faveurs, parce que moi je prends toujours l'exemple de certains pays. Hein. Il y a des joueurs qui ils ont rendu beaucoup de services à la nation. À un moment donné, quand ils sont en difficulté, on essaye de les relever. Ça, je peux comprendre. Et ça arrive.
Je me rappelle, je vais prendre peut-être le cas de Giroud en France où à un moment donné il jouait pas beaucoup à Chelsea, il jouait pas, il était remplaçant, mais il était là, il jouait, il faisait ce qu'il avait de boulot à faire. Ça je peux comprendre, mais les critères doivent être clairs en sélection. Fabrice, quand tu arrives en sélection, quand tu flambes avec Malaga, quand certains Camerounais te découvrent, parce que déjà au Cameroun, il y en avait qui tu voyais déjà comme la future grande star du football camerounais, d'aucuns d'ailleurs te considéraient déjà comme le futur Samuel Eto'o, à Deido, où parfois on t'a vu faire tes classes, on considérait que tu étais le futur Zinedine Zidane. Quand tu commences à flamber avec Malaga et que voilà tu arrives en sélection, est-ce que finalement le fait qu'il y ait tellement d'attentes autour de toi et que par la suite tu sois plutôt tassé d'être le fils de... Est-ce que tout ça a été lourd, difficile à gérer aujourd'hui avec le recul? Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait aussi d'attentes autour de toi, et est-ce que véritablement cette étiquette du fils de l'actuel président de la FIFA Foot, entre guillemets, c'est quelque chose qui a tellement pesé que tu aurais aimé ne pas l'avoir? Je pense que ça a plus pesé en dehors que sur le terrain. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce que je n'ai pas bien fait. Et c'est déjà par là que je dois commencer. Ça veut dire que sur le terrain, j'ai eu des opportunités. J'en ai eu pas mal, hein, mais dans des contextes un peu différents. La plupart du temps, on doit s'adapter, on doit s'adapter à des positions, mais quand un joueur il arrive en sélection, le sélectionneur lui pose la question par exemple, ou en club, tu préfères jouer où pour que tu aies un bon rendement? Moi je lui dis, je veux jouer à gauche. Et après le coach me met à droite. Ok, le coach quand il me met à droite, bah, mon rendement, il peut être bon, mais il va pas être ce que je dois donner parce que c'est pas mon côté fort. Ok. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des opportunités, il y a des clubs, il y a des sélectionneurs qui m'ont donné des opportunités. Avec Sedorf par exemple, je suis arrivé, Sedorf il voulait me faire jouer numéro 10 parce qu'il trouvait que ça manquait. Mais par la suite, ça ne se fait pas parce qu'il faut faire jouer une autre personne qui a un plus gros background que moi, donc je dois attendre. Donc à un moment donné, on m'a toujours utilisé où il fallait compenser. Mais ma responsabilité à moi était de prouver et de donner ce que j'avais à donner. Et ce que j'avais à donner n'était pas assez. Et ça c'est ma responsabilité. Maintenant de l'autre côté, en dehors du terrain, ça m'a pas aidé. Je me suis fait des ennemis sans savoir qui était mon ennemi parce que je suis le fils de, entre guillemets. Et ça peut pas être... Ma responsabilité était sur le terrain, mais en dehors, on sait comment ça se passe dans notre milieu du foot, surtout dans notre pays. Donc voilà, c'est une responsabilité qui est un peu, je trouve, qui est partagée. Moi, sur le terrain, qui est ma responsabilité, mais en dehors du terrain, avoir écopé des choses qui m'ont pas permis d'avoir certaines facilités que... On a quelques soucis avec la communication, les réseaux. J'espère qu'on va très rapidement retrouver Fabrice Olinga qui est toujours à... Allô Fabrice, est-ce que vous nous écoutez? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est bon, vous aviez fini la réponse à la question de Georges? Oui, j'ai fini à la question. D'accord, peut-être avant qu'Ivan ne pose sa question, vous avez dit de très bonnes choses sur Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football tout à l'heure. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, vous avez fait une sortie sur un média camerounais très connu, et vous avez fait une déclaration justement sur le président de la FIFA Foot, que beaucoup n'ont pas compris le sens de cette déclaration. Certains ont interprété cette déclaration à leur manière, et de quoi se sont posé la question, même lui, est-ce qu'il se serait déjà aussi retourné contre lui comme les autres qui sont passés à la Foundette auparavant l'ont fait? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce que vous vouliez dire à travers cette déclaration que vous avez faite il y a quelques mois dans ces médias? Je tiens à être totalement transparent. À un moment, j'ai été mal informé. On m'a rapporté certaines choses qui me faisaient croire que le président allait à l'encontre des joueurs. Vous savez, je suis footballeur. Et quand vous me ramènez des choses, vous réagissez au chaud, avec des émotions, en croyant défendre ce qui est juste. Okay? Ça, c'est moi ma responsabilité, mais avec du recul. J'ai pris le temps de vérifier, de comprendre. J'ai découvert par moi-même qu'on m'avait rapporté des choses pas vraies. Okay? Et à ce moment-là, moi je tiens à reconnaître que c'est mon erreur, je me suis trompé. Mais aujourd'hui je suis du côté de la vérité. Pour moi c'est la vérité qui est le plus important. Et le président, aujourd'hui, dans ce que je vois, il agit avec responsabilité. Il a une vision pour le football camerounais. Et je trouve juste que les attaques qu'il reçoit, ça fait un peu trop. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Et c'est quand même quelqu'un qui met beaucoup d'énergie pour relever le niveau malgré les obstacles. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Bon. Est-ce que Fabrice, est-ce que tu as eu aujourd'hui le temps de discuter avec le président de la FIFA Foot et quels sont vos rapports aujourd'hui? Tu n'as pas bien répondu à la question, je pense que Georges te l'a posé, mais j'ai pas eu de réponse. Jean-Pierre te l'a posé, j'ai pas eu de réponse exacte. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec lui? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter justement, parce que là tu dis qu'il a un projet, il a ceci, il a cela. Est-ce que tu as réussi à discuter avec lui, à justement comprendre ce dans quoi il va amener ce football-là, visiblement qui paraît flou pour certains? Est-ce que tu as eu des retours directs de Samuel Eto'o? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, pour revenir un tout petit peu, beaucoup disent que tu étais à une certaine époque le fils préféré de Samuel Eto'o. Est-ce que c'était fondé selon toi, selon ton propre jugement? Est-ce que tu penses que tu étais l'enfant prodige?
Ok, je vais commencer par la première question déjà. Pour vous faire comprendre quand vous m'avez posé la première question, je ne l'avais pas terminée parce que je vous faisais comprendre que quand vous êtes dans un circuit où on vous ramène des informations, parce qu'aujourd'hui on est dans un circuit où il y a beaucoup de manipulation. Et moi j'ai été manipulé parce que les informations qu'on m'a données c'était parce qu'on voulait que j'agisse juste et j'agis. Et ça c'est ma responsabilité. Maintenant être le fils préféré, je pense que c'était des faits et je le méritais. Je sortais de très loin, je sortais de nulle part, je travaillais beaucoup, je voulais juste apprendre. Maintenant il y a des choses qui m'ont détourné de mon pardon, détourné de mon chemin, de ma vision. Bah, c'est tout. Maintenant est-ce qu'on a une relation, est-ce qu'on s'est parlé? Non. Est-ce qu'aujourd'hui comment je sais ce qu'il veut faire? Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a fait du haut niveau, hein, et quand vous êtes un grand champion, vous voulez être un grand champion partout. Moi, je pense que même si c'était moi qui avais eu la carrière qu'il avait eue là, je ne serais pas venu là à la présidence de l'African Foot juste en me disant je veux juste voilà, être là comme ça. Il n'y a que ce qu'il y a de beau qu'il veut pour sa fédération, pour son pays. Et je pense que tous les footballeurs le savent. Maintenant, est-ce que tous les footballeurs sont prêts à le suivre dans ça? C'est ça la question. La deuxième question d'abord déjà. Après vous allez poser votre question. Non, je pensais Non, il a répondu, il a pas déjà répondu aux deux questions. Fabrice, la question c'était plus sur à la Foot des Sports. Justement, aujourd'hui on parle de ce qu'il peut apporter Samuel Eto'o dans le football pour en tant que président. Mais à la Foot des Sports déjà, comment ça se passait? Parce qu'on a écouté d'autres pensionnaires de la Foot des Sports s'exprimer. Par exemple, on va pas taire les noms. On a écouté récemment une sortie d'Andro Nana qui évoquait la responsabilité de la Foot des Sports sur l'évolution de sa carrière. Il a par exemple parlé du Diallo qui a donné un coup de main pour qu'il puisse partir du pays sans forcément mentionner le nom de Samuel Eto'o. C'est son droit. Mais nous on voudrait savoir de manière générale comment ça se passait parce qu'il y a une partie de cette génération qui est montée. Voilà, est-ce que c'était payant comme effectivement et comment à quel niveau il a aidé pour qu'il y ait un coup d'accélérateur au niveau de quels étaient les rôles de chacun? Qu'est-ce que Samuel Eto'o était chargé de faire? Qu'est-ce que le coach Diallo à l'époque était chargé de faire? C'était quoi les rôles en fait? Chacun avait son rôle. Je pense que le coach était là pour faire le recrutement. Moi on m'a recruté après le festival. Je pense que André, lui, on l'a recruté après le même festival à Yaoundé. Idem pour Ndoa, Kaptoum, il était à Douala. On avait Tongo qui venait de Douala. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Je pense que nous, moi je le dis tous les jours parce que, et c'est la vérité, on était des privilégiés au Cameroun. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en première division, ils n'avaient pas ce que nous on avait. Nous, on était des vrais privilégiés. Ça veut dire que tout était pris de manière volontaire, c'était bien, tout était pris en charge. On ne manquait pas d'argent pour... moi je parle de moi, hein, et je parle de moi, parce qu'on était dans la même équipe. Ondoa, il avait 1 an de plus que nous. Kaptoum, il était avec moi. Les écoles étaient payées. On recevait de l'argent après les séances d'entraînement. Après le match, on recevait aussi des primes de match. Au final, on avait tout. On était là. On n'était pas les plus forts du Cameroun, hein. Ça aussi, on doit se le dire. On n'était pas les plus forts du Cameroun. On a eu la chance qu'il y ait une vision. On a juste profiter de la vision et on s'est retrouvé où on s'est retrouvé. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit il y a quelqu'un qui doit ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Mais on n'était pas les meilleurs du Cameroun, pas du tout, parce que moi quand je regarde il y avait des joueurs plus forts que moi, mais je me suis retrouvé à la fondation, j'étais fort et je me suis retrouvé à Mallorca et c'est comme ça que ma vie a commencé. On a toujours besoin d'un déclencheur, les déclencheurs là c'était Samuel Eto'o quoi. Est-ce que c'était payant la Foot des Sports parce que enfin est-ce qu'il y avait des frais? Non, c'était pas payant. Franchement, si quelqu'un dit que la fondation était payante, franchement, c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi parce que jusqu'au passeport, moi j'ai jamais payé. Personne n'a jamais rien payé. Même pour établir les passeports, c'était jamais payé. On était le Real de Madrid des jeunes au Cameroun. On avait besoin de, non mais c'est vrai, c'est là, ce sont des faits. On avait besoin de rien. Mais tout était fait. Tout était fait, il fallait voyager, on partait, on rentrait dans l'avion, personne n'avait jamais demandé comment ça se passait. Personne ne voulait savoir parce que même nos parents ne demandaient pas. En fait, c'était juste que, ok, les enfants sont là, ils sont à la fondation, ok, l'école va commencer, voilà le nombre, voilà la somme qu'on va verser pour l'école des enfants. Il y a beaucoup qui n'allaient pas à l'école, mais l'argent était payé, tout était payé pour les enfants, on allait à l'école. Il fallait aller à l'école, il fallait jouer. Après, tu savais qu'à la fin de l'année, tu peux tomber dans un voyage parce qu'il y a un tournoi. Mais ça, c'était notre réalité, mais personne n'a jamais versé de l'argent. Et s'il fallait verser cet argent, on allait le verser à qui? Alors, merci Fabrice pour cette vérité. On parle toujours de la Foot des Sports aujourd'hui en équipe nationale du Cameroun. Quand on parle quand même de la Foot des Sports, il y a des noms qui sont... Il y a vous, justement, il y a Christian Bassogor, il y a Fabrice Ondoa, il y a surtout André Onana. Depuis votre départ à l'équipe nationale du Cameroun, quelle relation vous entretenez avec vos anciens coéquipiers de la Foot des Sports qui sont en équipe nationale aujourd'hui, et quelle relation vous entretenez aussi avec les autres qui ne sont pas passés par la Foot des Sports, qui sont encore en activité avec l'équipe nationale des Lions indomptables?
Moi, je suis vraiment un rassembleur. Moi, les personnes avec qui j'ai joué, on a des relations de manière amicale. On se voit, on va se dire bonjour, on va parler, on va échanger, quand on va se retrouver. Mais vraiment, c'est vraiment de manière passagère, quoi. On va se retrouver peut-être un jour à Paris, on va être en train de jouer, on va discuter. Mais on se rappelle toujours les souvenirs qu'on a eu à vivre parce qu'on a passé des bons moments, des moments forts ensemble. Mais c'est vraiment pas en sélection, il y a 2-3 personnes ou peut-être 4, mais sinon c'est vraiment comment tu vois, les choses se passent bien, c'est vraiment quelque chose de naturel, quoi. D'accord. Moi je vais aller directement, c'est quoi tes relations avec André aujourd'hui? Parce que vous avez quand même de la même génération, je pense que vous avez voyagé quasiment au même moment, je sais pas si je me trompe, mais quelles sont vos relations au jour d'aujourd'hui avec André Onana? André Onana, je vais dire ça comment, je pense qu'on n'a pas de mauvaise relation, on n'a pas de mauvaise relation. Je pense qu'il est concentré dans son club, dans sa vie, je fais de même. On essaie de se regarder, franchement, voir comment ça se passe. Mais sinon, je peux pas vous dire qu'on n'a pas de mauvaise relation, on n'a pas. J'en ai là, chacun fait sa vie. On va toujours rester avec l'équipe nationale des Lions orientales du Cameroun. Et tout récemment, lors de la rencontre, avant le match contre la Libye, le dernier match, on a vu une sortie que les gens ont effectuée à la veille de cette rencontre. Le capitaine qui a lu un communiqué. Déjà, Fabrice Olinga, on rappelle qu'avant, juste après l'acte que les joueurs ont posé, vous avez réagi sur l'un de vos réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas compris votre réaction, cette déclaration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en profondeur le message que vous vouliez passer à travers cette déclaration et comment ce que les joueurs ont fait, ce communiqué, est-ce que ça respecte le protocole de l'équipe nationale du Cameroun au moment où vous y étiez? Bon, moi déjà, je connais pas c'est quoi les tests de l'Africa Foot. Là, je vais déjà commencer par là. Mais moi, j'ai jamais vu ce que j'ai vu. Et franchement, ça m'a beaucoup dérangé. Parce que moi, j'étais dans cette sélection et ça n'est jamais arrivé. J'ai vécu des problèmes en sélection. J'ai jamais vu des joueurs se mettre devant une caméra et plaider ce genre de cause. Ça n'existe pas, moi j'ai jamais vu ça. Et au moment, quand je parle de manipulation, quand je parle d'hypocrisie, c'est tout simplement parce que les plus jeunes vont devoir répondre de leurs actes à un moment donné, parce que il faut suivre la vérité, il faut suivre ce qui est juste. On ne peut pas vous dire venez vous mettre devant la caméra et vous venez. Dans quel but? On vous a dit ça allait servir à quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qu'il vous faut maintenant, à la veille d'un match aussi important, capital comme celui qu'on joue au Cameroun? Fabrice, toi tu aurais refusé si par exemple tu aurais refusé? Oui. Bien sûr, catégoriquement, parce que ça se voit que c'est juste un montage, ça se voit que c'est un montage et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage parce que le montage est là pour montrer que voilà ce qui se passe. Mais le public n'a pas besoin de savoir la cause que vous défendez parce que vous voulez défendre une partie. Chacun doit apprendre à rester à sa place. Moi, je suis attaquant, mon rôle c'est de marquer. Si je marque pas, je suis remplacé dehors. Je suis milieu de terrain, je fais mon rôle. Je suis gardien, je reste dans le but, je fais mon travail. Mais chacun doit rester à sa place. Il n'avait pas besoin de faire ça. Bon, changeons un peu de contexte, imaginons nous aujourd'hui que il y a des décisions. Imaginons qu'il y a des décisions qui sont prises à l'encontre de je sais pas quoi. Qui va payer pour cela? Parce que là, vous avez déclaré que vous choisissez. Vous étiez en train de faire un choix. C'est que vous allez à l'encontre de votre fédération. Même si vous êtes dans cette optique-là, ne le montrez pas. En fait, moi, c'est mon avis. Ne le montrez pas comme ça. Parce que, au final, il y a quelqu'un qui est là, qui suit les textes, qui suit la loi, et dit que c'est ça, c'est ça. Maintenant, toi, quand tu sors, tu vas à l'encontre. Moi, il y a des amendes que tu prends chaque fois que tu ne respectes pas les choses dans les normes. C'est comme ça. C'est ça le problème. Si vous me le permettez, Georges, peut-être avant vous, je reste sur la question. Fabrice, je rappelle votre déclaration. Un vieux m'a dit un jour, celui qui écoute pendant des heures est plus puissant que celui qui parle pendant des heures. La deuxième déclaration, quand l'un des plus grands et hypocrites fait partie des leaders de l'équipe nationale. Le vieux c'est qui? L'hypocrite c'est qui? Et le leader c'est qui exactement? Comment on appelle ça? Il y a souvent, je ne sais pas si on dit ça, on dit ça, mais je pense que c'est des enseignements. Au final, il y a des gens qui prennent beaucoup plus la responsabilité en disant que je prends, c'est moi, et c'est pas nécessaire. Il faut écouter. Alors, écoute. On peut t'aider, hein, Fabrice. Fabrice, on peut t'aider, s'il te plaît. Veille de match Cameroun sur le dernier match Cameroun-Libye, il y a un leader qui arrive en conférence de presse avant un match et il dit si on perd, je prends sur moi. Ça peut faire partie de ces leaders-là? C'est une évidence. Les leaders les leaders ne se déclarent pas. Il y a des leaders de manière naturelle. Il y a personne qui vient et qui dit que je suis leader. Ça n'existe pas. Moi, un exemple. Moi, j'ai jamais entendu, par exemple, Anguissa parler. Alors qu'il fait partie des leaders, mais il est là, il observe, il est là. Je pense un exemple parce que c'est quelqu'un qui est là, et pour moi, c'est un leader naturel. Vous voyez, chacun doit juste apprendre à rester à sa place, faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Ok, Fabrice.
je vais peut-être poser une question, mais depuis le début de cette interview où je te donne mon ressenti personnel, je trouve que tu t'en sors plutôt bien face aux journalistes, donc je n'ai aucune crainte en posant cette question, je ferai mon boulot, tu feras le tien. Tu as été à la Fond des Sports avec André Onana, il y a eu, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques échanges entre vous deux qui ont fuité à une certaine époque. Aujourd'hui, le André Onana que tu as connu et le président de la fédération que tu as connu avant comme responsable de Fond des Sports ne se parlent pas. De ce que l'on sait, en tout cas, l'ambiance n'est pas bonne. Quelle est ton appréciation de cette situation? À quel niveau tu situes les responsabilités? Et est-ce que tu penses que les rapports entre les deux hommes ont eu des implications sur la sortie que tu nous décris depuis quelques minutes, où tu nous dis ça ne se fait pas, ils ont été manipulés, les leaders, parfois ça se tait. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, tu as un avis à toi, bien connu, bien simple, sur la relation entre les deux hommes, et à quel niveau tu juges les responsabilités? À quel niveau je peux juger les responsabilités? Je pense que le président fait ce qu'il doit faire. Moi, je n'ai pas vu, comment je vais dire ça. À un moment donné, quand il est arrivé, les choses se passaient bien. Je voyais que les joueurs, ils étaient à l'aise, tout se passait bien, ils voyageaient bien, ils étaient bien, donc tout se passait bien. Et André, je pense qu'il a ses positions. Mais je pense qu'André, s'il a ses positions, ce sont ses positions à lui. Il est convaincu qu'elles sont bonnes. Maintenant, moi, je vais aller à l'encontre de ses convictions parce que il ne suit pas ce qui est bon. Mais Fabrice, peut-être avant, Fabrice, si tu permets, vraiment, peut-être avant de nous expliquer ta position, vraiment pour le bonheur des Camerounais qui nous écoutent, il s'est dit beaucoup de choses. Je sais, nous savons, certains sont au courant de ce que tu sais un certain nombre de choses. Clairement, Fabrice, qu'est-ce qu'André Onana reproche au président de la FECAFOOT? Qu'est-ce qu'il reproche au président de la FECAFOOT? Je pense que c'est la personne indiquée, il doit le dire. S'il reproche des choses, il doit le dire. Mais s'il reproche rien, il doit se taire. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu crois savoir de ce qu'il reproche au président de la FECAFOOT? Moi, franchement, pour quelqu'un qui n'est pas en club, je peux pas, je sais pas si c'est sportif, mais je pense pas. Je trouve juste que aujourd'hui, il y a un écho qui a pris le dessus, de manière surdimensionnée. Et moi, je trouve que c'est pas bon. Ça n'aide personne, parce que à la fin de la journée, on rentre toujours à la maison. À la fin de la journée, on retrouve toujours notre parent dans la maison. Et moi, parfois, je vois des sorties où ça évite de parler de la fondation, ça évite de parler de... Ça, c'est son choix, c'est son droit. Mais tu peux pas fuir ta réalité. Tu peux